bonsoir à tous. Donc, bienvenue pour ce webinaire qui va faire un petit peu la suite du webinaire que vous aviez eu avec Kadaklouche qui avait parlé des aspects un peu théoriques des deux types de techniques. Et puis, nous, on va ce soir, il y aura forcément des redites un petit peu, mais je pense que sur un sujet comme ça, c'est pas plus mal. Et puis, on va aborder quelque chose de plus pratique sur des aspects de prescription, des techniques intermittentes et puis des techniques continues d'épuration extra-rénale en réanimation. Donc, on va faire ça à quatre mains. C'est donc le docteur Naïk Bijé qui va commencer ce soir, qui est chef de service de la médecine intensive réanimation de Gustave Roussy, et qui va donc vous aborder les aspects de prescription des techniques d'hémodialyse intermittente. Et puis ensuite, moi, je vous ferai les techniques continues. Ben voilà, Naïk, c'est à toi. Merci beaucoup, Emmanuel. Bonsoir à tous. Donc, j'ai essayé de faire une présentation un peu interactive avec des petits cas cliniques pour illustrer les aspects pratiques de l'hémodialyse intermittente. Donc, n'hésitez pas à répondre, réagir, poser des questions. Voilà, donc, pardon. Voilà. Et donc, pour commencer, je vous invite à lire les recommandations qui ont été publiées en 2015 par la SRLF conjointement avec la SFAR et le GFRUP sur l'épuration extra-rénale en réanimation. Et donc, je vais illustrer cette présentation à partir notamment de ces recommandations. Donc, pour commencer dans le vif du sujet, un premier cas clinique. Donc, c'est un monsieur de 74 ans qui polyvasculaire diabétique, un antécédent de cancer de vessie qui est en rémission, qui est hospitalisé en réanimation pour un état de choc et une confusion, pour lequel il va être intubé, mis sous noradrénaline. Et puis, on découvre une insuffisance rénale aiguë avec une créatinémie à 500 micromoles chez un monsieur qui a une insuffisance rénale chronique de base avec une créate de base à 188 et une acidose lactique majeure avec un pH à 6,70, une hyperlactatémie à plus de 20 et des signes francs d'hypoperfusion clinique. Donc, on suspecte très fortement un surdosage en metformine et donc, on va décider de débuter une épuration extra-rénale par une hémodialyse intermittente. Et donc, la première question, c'est chez ce patient, quelle voie d'abord vasculaire allez-vous utiliser? Est-ce que vous allez lui mettre un cathéter fémoral, jugulaire droit ou gauche, un cathéter sous-clavier ou finalement, vous pouvez utiliser l'un de ces sites indifféremment? Donc, je ne sais pas si vous pouvez poser des questions, enfin répondre sur la… Donc, une première réponse, c'est fémorale. On va avancer rapidement. Hein. Donc, effectivement, les voies privilégiées en réanimation sont les voies d'abord jugulaire interne droite et fémorale. La voie d'abord jugulaire interne droite, on va la privilégier chez un patient obèse, ce qui était le cas de ce monsieur. Et la voie fémorale, on va plutôt la privilégier chez les patients à risque hémorragique. Donc, il y a plusieurs études qui ont comparé le risque infectieux en fonction de ces deux voies. Il n'y a pas de différence en termes de risque infectieux, sauf chez les patients obèses avec un IMC supérieur à 28-30, raison pour laquelle il est plutôt recommandé d'utiliser la voie jugulaire interne droite chez les patients obèses, en tenant compte bien évidemment du risque hémorragique. Et chez un patient à très haut risque hémorragique, on privilégiera plutôt la voie fémorale droite ou gauche. En revanche, la voie jugulaire interne gauche n'est pas recommandée puisqu'elle est souvent à l'origine de dysfonction de cathéter, puisque ça crée en fait une chicane qui crée une dysfonction. Donc, il faut vraiment éviter de mettre un cathéter de dialyse jugulaire interne gauche. Et enfin, la voie sous-clavière est contre-indiquée puisqu'il y a un risque de sténose sous-clavière secondaire. Et si le patient conservait une insuffisance rénale chronique terminale qui nécessite la poursuite d'une hémodialyse chronique, eh bien, on pourrait ne pas réussir à créer une fistule artério-veineuse du côté homolatéral à la sténose. Voilà, donc on privilégie la voie jugulaire interne droite chez les patients obèses, la voie fémorale en cas de risque hémorragique, et chez les patients qui sont ni à risque hémorragique ni obèses, on peut utiliser indifféremment la voie jugulaire interne droite ou fémorale. Alors ensuite, la question qui va se poser pour ce malade, c'est que vous allez donc prescrire la séance d'hémodialyse après avoir posé le cathéter.
quelle durée d'hémodialyse vous allez prescrire. Alors, utilisez la boîte de chat parce que je pense que sinon, on ne peut pas faire autrement, mais pour proposer éventuellement. Alors, on a une réponse de on a 4 heures. 5 heures, 4 à 6 heures. Donc, je vous rappelle, c'est un monsieur qui est en état de choc avec une acidose lactique majeure, avec une suspicion d'intoxication à la metformine. Je ne sais pas si vous avez d'autres propositions. Donc, on va avancer un petit peu. Donc dans ce cadre-là, on va plutôt prescrire une séance d'hémodialyse prolongée. Pourquoi? Parce que si on regarde les études qui ont été publiées dans la littérature sur l'épuration de la metformine avec l'hémodialyse, eh bien, vous voyez dans cette étude publiée en 2009, les auteurs avaient regardé les taux de metformine en fonction de la durée de la séance d'hémodialyse. Et la ligne pointillée que vous voyez en bas, c'est 2 mg par litre. C'est la zone thérapeutique clinique au-delà de laquelle on est en zone toxique. Et donc, vous voyez évidemment que le temps mis pour passer sous le seuil toxique va bien sûr être dépendant du niveau initial, du taux initial de la metformine. Mais vous voyez que globalement, on arrive plutôt sous la barre toxique pour des séances d'hémodialyse prolongées au-delà de 8 heures. Parfois, vous voyez, pour des patients, il faut attendre 17 heures, voire plus. Donc, dans le cas d'une intoxication à la metformine, on va privilégier une séance d'hémodialyse prolongée d'au moins 6-8 heures, voire plusieurs séances d'hémodialyse successives afin de pouvoir obtenir une clairance satisfaisante de la metformine. Et en fait, vous allez vous guider sur l'évolution clinique du patient, la correction de l'état de choc, la régression des signes d'hypoperfusion périphérique, la clairance du lactate, puisque dans la majorité des cas, malheureusement, on n'aura pas un dosage en temps réel de la metformine. Et donc, si on regarde les recommandations publiées en 2015 sur la durée d'une séance d'hémodialyse, ce qui est recommandé pour obtenir une épuration suffisante, c'est d'avoir des séances d'au moins 4 heures en ayant un débit sanguin d'au moins 200 ml/min et un débit dialysat d'au moins 500 ml/min. Et il faudra allonger la durée de la séance de dialyse si on ne peut pas avoir un débit sanguin suffisant. Et en cas d'hypercatabolisme, par exemple en cas de syndrome de Lys tumorale ou de rhabdomyolyse, de désordre métabolique sévère, d'intoxication à un toxique dialysable, et puis on le verra un peu plus tard, mais lorsqu'il y a une indication à une dépression hydrosodée. Et bien évidemment, il faudra adapter la durée de la séance d'hémodialyse à l'évolution clinique et biologique. De façon générale, il n'y a pas d'indication à faire un bilan biologique immédiatement après la séance de dialyse puisque vous ne serez pas à l'équilibre, en particulier pour la kaliémie. Et donc, on peut faire un bilan plusieurs heures après, voire le lendemain, sauf par exemple dans le cas de ce patient qui avait une intoxication à la metformine. Et donc, là, par contre, vous allez monitorer notamment le lactate, le pH et l'état clinique. Alors, si on avance maintenant avec un deuxième cas clinique, c'est une jeune femme de 23 ans qui n'a pas d'antécédent, qui est prise en charge pour un état de choc avec un syndrome hémorragique et une CIVD, une fibrinolyse, dans le cas d'un syndrome d'activation macrophagique sur un lymphome T qui est également compliqué d'un syndrome de Lys tumorale spontanée. C'est une patiente qui va être rapidement intubée, mise sous catécholamine, sous noradrénaline à 1,5 mg/h. Vous voyez qu'elle a donc une insuffisance rénale avec une créatinine à 496, un syndrome de Lys qui est très actif puisqu'elle a plus de 4500 de LDH, une phosphatémie à 2,72, une kaliémie qui malgré tout reste normale à 4, et elle a également une atteinte hépatique assez importante avec une cytolyse majeure, une élévation de la bilirubine, et vous voyez également une insuffisance hépatique avec un TP, il y a une erreur de frappe, c'est 36%, un facteur 5 à 35%, un fibrinogène très abaissé, une thrombopénie à 24 000. Et donc, il y a une indication à la dialyser sur le syndrome de Lys. La question va se poser de savoir si on utilise une anticoagulation chez cette patiente ou pas. Est-ce qu'on ne fait aucune anticoagulation? Est-ce que pour éviter, comme on ne peut pas l'anticoaguler, que le circuit caillotte, est-ce qu'on fait des rinçages au NaCl 0,9%? Est-ce que malgré les troubles de l'hémostase et la thrombopénie, on va quand même utiliser une anticoagulation par HBPM ou héparine non fractionnée?
ou est-ce que vous proposez une anticoagulation au citrate? Alors, je ne vois pas de réponse. Donc, 2 fils de discussion. Alors, aucune anticoagulation. Est-ce que d'autres proposeraient autre chose, notamment est-ce que certains proposeraient du citrate? Non, je pense que les 2 seules réponses, c'est aucune anticoagulation. Effectivement, chez cette patiente, on ne va pas utiliser d'anticoagulation. On va le voir pourquoi. Donc, le citrate chez cette patiente est peu recommandé puisqu'elle a une atteinte hépatique sévère et donc elle risquerait d'accumuler de citrate. Et on va voir que finalement, donc, pour l'anticoagulation, on le verra ensuite, mais la recommandation, c'est plutôt quand il n'y a pas de risque hémorragique d'utiliser une anticoagulation par héparine de pas poids moléculaire ou non fractionnée. Certains auteurs ont proposé d'utiliser l'anticoagulation régionale au citrate pour les malades à haut risque hémorragique. Donc, je pense qu'Emmanuel vous en parlera plus largement au cours de l'épuration extra-rénale continue, mais le principe est d'administrer dans le circuit du citrate qui va chélater le calcium et donc anticoaguler le circuit en évitant les effets de la coagulation et de l'agrégation plaquettaire et donc réinjecter au malade avant le retour veineux du chlorure de calcium avec un système d'asservissement à la dialysance ionique. Alors, l'hémodialyse sans héparine avec citrate a été proposée par plusieurs auteurs, notamment une équipe de Toulouse qui l'utilise régulièrement et qui, avec plutôt une bonne... Enfin, c'est une équipe qui est très entraînée, qui a beaucoup l'habitude d'utiliser le citrate et qui décrit finalement une faisabilité importante, mais avec une équipe entraînée. Et dans une étude que vous avez publiée dans Critical Care Medicine, où sur 101 séances, ils n'avaient noté que 3 caillotages de circuit, mais l'anticoagulation au citrate n'était pas comparée à l'héparine. Dans une étude plus récente, publiée en 2021 dans Annals of Intensive Care, qui avait repris de façon rétrospective plus de 200 séances, avec 124 séances avec anticoagulation régionale au citrate comparée à 84 séances avec anticoagulation et héparine, les auteurs ont noté qu'il y avait finalement plus de caillotage observé avec l'anticoagulation régionale au citrate qu'avec l'héparine, ce qui est le contraire finalement de ce qui est retrouvé en épuration continue. Ces résultats étaient confirmés par l'utilisation d'un score de proportion pour apparier à les différentes séances. Donc finalement, ces données ne sont pas forcément en faveur de l'utilisation de l'anticoagulation régionale au citrate. Le second problème, c'est que l'anticoagulation régionale au citrate nécessite d'utiliser des bains sans calcium. Et donc, il y a un risque important d'hypocalcémie profonde. D'une part, si on se trompe de bain de dialyse et qu'on prend un bain de dialyse sans calcium pour réaliser une séance d'hémodialyse standard à l'héparine. Il faut vraiment qu'il y ait un système d'asservissement à la dialysance ionique pour assurer et éviter des hypocalcémies profondes chez les malades. Donc, pour l'instant, les données de la littérature ne sont pas forcément en faveur d'utiliser l'anticoagulation régionale au citrate. Il faut avoir une équipe qui est parfaitement entraînée. Il y a un risque vraiment d'hypocalcémie profonde. Donc, finalement, les recommandations sont plutôt chez les patients à haut risque hémorragique de ne pas utiliser d'anticoagulation et de ne pas utiliser de rinçage au NaCl qui n'améliore pas, qui n'ont montré aucun bénéfice sur la diminution du caillotage. Chez les patients qui sont à faible risque hémorragique et qui ne nécessitent pas d'anticoagulation systémique, comme le premier patient dont je vous ai présenté le cas clinique, les auteurs des recommandations avaient recommandé d'utiliser soit l'héparine non fractionnée, soit l'héparine de poids moléculaire par rapport à d'autres anticoagulants. Et dans la pratique, on peut utiliser soit un bolus d'énoxaparine de 40 mg au branchement, qui va être efficace pendant 4 à 6 heures. Et si vous faites des séances plus prolongées, il faudra réinjecter de l'HBPM en cours de séance de dialyse pour éviter le caillotage du circuit et la thrombose de la membrane. Et on peut éventuellement utiliser l'héparine non fractionnée qu'on va brancher sur le circuit en faisant un bolus au branchement, puis un entretien
Là, je vous ai proposé ces posologies de 15 unités kilo-heure. Et enfin, chez les patients qui nécessitent une anticoagulation systémique, il faut privilégier l'anticoagulation systémique par héparine aux autres anticoagulants. Chez les patients qui arrivent en réanimation de chez eux, qui sont déjà anticoagulés efficacement, par exemple par des AVK ou des AOD, il ne faut pas rajouter d'anticoagulation supplémentaire. Enfin, chez les patients qui ont une thrombopénie à l'héparine qui est suspectée ou avérée, et donc ce que proposaient les experts dans les recommandations, c'était bien sûr de poursuivre l'anticoagulation de la thrombopénie allergique à l'héparine par le danaparoïde sodique et éventuellement de l'associer à l'anticoagulation régionale au citrate. Je mettrai un petit bémol vraiment sur la nécessité de maîtriser l'anticoagulation régionale au citrate en hémodialyse intermittente, parce qu'il y a un risque vraiment non négligeable d'hypocalcémie profonde qui peut être dangereuse pour les patients. Alors ensuite, une des questions principales en réanimation, ça va être de dialyser correctement les malades, mais tout en évitant la stabilité hémodynamique. Et si on reprend le premier cas clinique, donc le monsieur de 74 ans qui avait l'intoxication à la metformine, donc qui est choqué, sous noradré, il a des marbrures, il a un temps de recoloration cutanée allongé, une hyperlactatémie majeure. À votre avis, quel va être chez ce monsieur le risque d'hypotension intradialytique? Est-ce que vous l'estimez à 10%, plutôt 30%, plutôt 50% ou plutôt 80%? On a 80% en première proposition. Alors, je vois 2 personnes qui ont répondu 50%. Donc, effectivement, c'est un monsieur qui a très fort risque de faire une hypotension intradialytique. Donc, moi, j'avais mis plutôt 80%. Alors, pourquoi 80%? Eh bien, dans une étude que nous avions menée à l'hôpital Saint-Antoine, nous étions intéressés aux facteurs de risque de survenue d'une hypotension intradialytique. Et les facteurs de risque étaient identifiés étaient la réalisation d'une première séance d'hémodialyse, puisque 80% des hypotensions intradialytiques étaient observées au cours des premières séances de dialyse. Et puis, nous avions également observé que le fait d'avoir une hypotension ou des vasopresseurs, un temps de recoloration cutanée allongé et une hyperlactatémie représentaient des facteurs de risque d'instabilité hémodynamique et que l'accumulation de ces facteurs de risque faisait augmenter le risque d'instabilité hémodynamique. Et donc, nous avions proposé un score intitulé score Socrate qui est composé de 3 critères. Chacun des critères donnant 1 point. Donc, le premier, c'est un SOFA hémodynamique supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire avoir une PAM inférieure à 70 ou avoir besoin de catécholamine. Le second, c'est un temps de recoloration cutanée allongé à au moins 3 secondes. Et le troisième, c'était une élévation du lactate. Et vous voyez que les patients qui n'avaient aucun facteur de risque avaient en moyenne un risque de faire une hypotension intradialytique de moins de 10%. Ce risque augmentait à 35% chez les patients qui avaient un facteur de risque, 55% chez les patients qui avaient 2 facteurs de risque et 80% chez les patients qui avaient 3 facteurs de risque, ce qui est le cas pour le monsieur dont je vous ai parlé. Donc, la grosse difficulté de la séance d'hémodialyse chez ce malade, ça va être de l'épurer correctement sans risquer de générer une hypotension intradialytique et d'avoir des conséquences néfastes à la fois sur la perfusion rénale, mais aussi sur la perfusion d'autres organes. Et si on s'intéresse à la physiopathologie de l'hypotension intradialytique, c'est une physiopathologie qui est complexe. Il y a d'abord des facteurs qui sont liés à l'hémodialyse que je vais vous détailler un peu plus tard, qui vont entraîner d'une part une hypovolémie qui va être liée à la circulation extracorporelle et éventuellement à l'ajout d'ultrafiltration. Cette hypovolémie va pouvoir entraîner une diminution du débit cardiaque. L'hémodialyse elle-même peut entraîner une diminution du débit cardiaque et on verra qu'il y a des moyens d'éviter cela. Et puis, l'hémodialyse peut entraîner une dysfonction microcirculatoire par l'activation de phénomènes inflammatoires pro-oxydants. Et tous ces facteurs vont concourir à la survenue d'une hypotension artérielle et à la diminution de la perfusion tissulaire qui va pouvoir donc aggraver l'insuffisance rénale aiguë et retarder la reprise de fonction rénale avec potentiellement également une aggravation des autres défaillances d'organes
Et les études ont montré que la survenue d'une hypotension artérielle pendant l'hémodialyse, mais aussi en épuration extra-rénale continue, était associée à un surrisque de retard de reprise de fonction rénale et de décès. Et le retard de reprise de fonction rénale va agir comme un facteur aggravant, un cercle vicieux, puisque plus on va retarder la reprise de fonction rénale, plus on va avoir besoin de poursuivre l'épuration extra-rénale. Et puis, il va également y avoir des facteurs liés aux patients, donc ces comorbidités, la pathologie critique pour laquelle il est hospitalisé en réanimation, qui vont venir altérer les mécanismes compensatoires de l'hypovolémie et de la baisse du cardiaque, et donc aggraver le risque d'hypotension artérielle et diminution de la perfusion tissulaire. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, nous, pour limiter le risque d'hypotension intradialytique? On va pouvoir jouer sur les facteurs qui sont liés à l'hémodialyse. Alors, quels sont ces facteurs? Donc, je vous l'ai dit, le risque principal, c'est pendant la première séance de dialyse. Et donc, dans cette étude prospective qu'on avait menée à l'hôpital Saint-Antoine sur 211 séances de dialyse, donc on a observé d'une part que l'hypotension survenait pendant la première séance, mais aussi pendant la première heure de dialyse. Et donc, il va falloir vraiment être vigilant au branchement de l'hémodialyse. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour limiter les hypotensions au branchement de la dialyse? La première chose qu'on peut faire, c'est de faire une connexion isovolumique, c'est-à-dire de remplir préalablement le circuit de dialyse classiquement par du NaCl 0,9%, ce qu'on appelle le priming du circuit de dialyse. Et ensuite, on va venir connecter simultanément les voies artérielles et veineuses du cathéter de dialyse pour compenser la perte sanguine qui est liée au branchement de l'hémodialyse par un volume équivalent de NaCl. La seconde chose qu'on peut faire pour diminuer le risque d'hypotension au moment du branchement, ça va être d'augmenter progressivement le débit sanguin. Donc, on va d'abord débuter à un débit sanguin de 100 ml minute, et puis on va augmenter progressivement jusqu'au débit cible qui se trouve autour de 250 ml minute. Une fois que la séance d'hémodialyse est lancée et bien tolérée, il n'y aura pas d'intérêt à diminuer le débit sanguin pour limiter le risque d'hypotension puisqu'on tourne en circuit fermé. Alors, pendant l'hémodialyse, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour pouvoir améliorer la tolérance hémodynamique? D'abord, on va pouvoir abaisser la température du bain de dialyse pour induire une vasoconstriction. Et donc, il y a plusieurs études qui ont été menées, en particulier chez des malades hémodialysés chroniques. Et je vous montre les résultats donc, de cette méta-analyse publiée dans la revue Cochrane, qui a recensé donc, les études menées chez les patients hémodialysés chroniques. Vous voyez qu'on est sur de faibles effectifs, puisque c'est une centaine de malades. Néanmoins, cette méta-analyse retrouvait un bénéfice en faveur de la diminution de la température du bain de dialyse chez les patients hémodialysés chroniques avec une température de bain qui était inférieure à 36 contre un bain isotherme ou malade à 37-37,5. Il y a donc 3 ans, il y a une étude qui a été publiée en réanimation qui a montré donc, chez des malades de réanimation qui étaient traités par hémodialyse prolongée pour une insuffisance rénale aiguë, un bénéfice à diminuer la température du dialysat à 35 degrés versus 37 degrés, avec une diminution significative des événements hypotensifs. Et également, dans cette étude, les patients dont la température du bain de dialyse avait été abaissée avaient pu avoir une ultrafiltration qui se rapprochait de l'objectif d'ultrafiltration prescrit, alors que dans le bras température à 37 degrés, l'ultrafiltration n'était pas, enfin, le volume d'ultrafiltration prescrit était atteint moins souvent. Donc, il est vraiment conseillé d'abaisser la température du bain de dialyse chez les malades qui sont déjà instables ou à risque d'instabilité hémodynamique. Une deuxième possibilité pour limiter le risque d'instabilité hémodynamique pendant la dialyse, ça va être d'augmenter la conductivité du bain de dialyse en sodium à plus de 145 mmol par litre. Le but va être de compenser la diminution de l'osmolalité liée à la baisse de l'urée plasmatique et ainsi favoriser le refilling plasmatique et donc limiter le risque d'hypotension. Il est également recommandé d'utiliser des bains qui vont être riches en calcium, ce qu'on ne fait pas du tout en hémodialyse chronique. L'objectif va être multiple. D'abord, d'éviter l'hypocalcémie et donc
puisque l'hypocalcémie peut diminuer la réactivité vasculaire. L'hypocalcémie peut altérer la contractilité myocardique et favoriser les arythmies. Et donc, en augmentant la concentration du bain de dialyse en calcium, on va favoriser la réactivité vasculaire, la contractilité myocardique et éviter les arythmies. De même, il est recommandé d'utiliser une concentration en potassium du bain de dialyse qui va être plutôt élevée, entre 2 et 4 millimoles par litre. L'idée étant de limiter les arythmies et peut-être de favoriser la réactivité vasculaire et de ne pas faire baisser trop rapidement la kaliémie du malade, ce qui pourrait déstabiliser le potentiel d'action au niveau des cellules myocardiques et donc favoriser les arythmies. Ensuite, pour ce qui est du tampon, on va utiliser plutôt un tampon bicarbonate. Il a été montré dans la littérature que l'utilisation notamment de tampons acétate était associée à un surrisque d'hypotension artérielle qui est lié notamment à un effet inotrope négatif. Enfin, on va utiliser des membranes et des circuits biocompatibles afin de limiter l'activation de phénomènes inflammatoires du complément, des relargages cytokiniques, des radicaux libres de l'oxygène liés à l'utilisation de membranes qui ne sont pas biocompatibles. Et dans les années 90, on utilisait des membranes un peu plus profanes qui entraînaient des activations importantes du complément et qui étaient extrêmement mal tolérées sur le plan hémodynamique. Donc maintenant, il est recommandé d'utiliser des membranes cellulosiques qui ne sont pas modifiées pour limiter ce risque inflammatoire. Et en hémodialyse intermittente, il est recommandé de ne pas utiliser de membrane à haute perméabilité hydraulique si on ne possède pas de circuit d'eau ultra pur, puisque le risque est le passage d'endotoxines. Et dans la majorité des services de réanimation, on va utiliser des systèmes de traitement de l'eau qui vont être embarqués sous le générateur de dialyse avec un osmoseur et un adoucisseur qui vont en fait osmoser et adoucir l'eau du robinet, mais on ne va pas avoir d'eau ultra pure. Et donc, il ne faut pas utiliser de membrane à haute perméabilité pour éviter qu'il y ait un passage d'endotoxines vers le sang du patient. Et enfin, on le verra à la fin de cette présentation, chez les patients chez qui il est nécessaire de réaliser de l'ultrafiltration, il va falloir plutôt faire une ultrafiltration isolée et prolongée afin d'améliorer la tolérance de la déplétion. Alors finalement, quand on regarde les données publiées dans la littérature sur toutes les interventions qui peuvent être menées pour limiter le risque d'instabilité hémodynamique, ce que je vous ai présenté préalablement, c'était des interventions théoriques. Et finalement, quand on regarde les données de la littérature, on a très peu de choses sur les interventions qui peuvent permettre de diminuer le risque d'instabilité hémodynamique. Et il y a une étude Princeps qui a été publiée il y a plus de 20 ans maintenant par Frédéric Shurtgen qui était à l'hôpital Henri Mondor. C'était une étude avant-après. Et dans cette étude, elle avait comparé la survenue des instabilités hémodynamiques dans une première période où il n'y avait pas de recommandation particulière pour la prescription de l'hémodialyse intermittente. Et ensuite, les auteurs ont mis en place des recommandations qui, vous le voyez, étaient d'utiliser des membranes cellulosiques, d'utiliser une connexion isovolumique au sérum salé, une concentration en sodium du dialysat à au moins 145 millimoles par litre, commencer la séance d'hémodialyse avec un débit sanguin limité, abaisser la température de dialyse jusqu'à 35 degrés chez les malades instables, et bien sûr ne pas utiliser de traitement vasodilatateur, commencer sans ultrafiltration et adapter l'ultrafiltration à la volémie des patients. Et en appliquant ce bundle de recommandations, eh bien, nos auteurs ont montré que dans la seconde période, eh bien, le nombre d'instabilités hémodynamiques était réduit de façon significative, que ce soit au cours des premières séances d'hémodialyse ou de toutes les séances d'hémodialyse, et ce, quelle que soit la définition utilisée de l'hypotension intradialytique. Depuis cette étude Princeps, qui a maintenant plus de 20 ans, eh bien, on n'a quasiment aucune étude dans la littérature qui a montré un bénéfice d'une intervention thérapeutique sur la réduction des hypotensions intradialytiques. Je vous ai montré l'étude d'Edres tout à l'heure sur la diminution de la température du dialysat. Et il y a une étude récente publiée en 2021 qui a testé l'administration au moment du branchement de l'hémodialyse d'un remplissage par 100 ml d'albumine 25% sur la réduction des hypotensions intradialytiques avec une différence significative
Néanmoins, donc c'est l'étude de Macedo, néanmoins, il faut modérer les résultats de cette étude puisqu'il s'agissait d'une étude menée chez seulement 65 patients. 55 avaient une insuffisance rénale aiguë, mais il s'agissait de patients qui étaient essentiellement dialysés en néphrologie et seules 29 séances d'hémodialyse sur les 249 avaient été réalisées en réanimation. Et d'autre part, le résultat significatif obtenu par les auteurs était obtenu pour une diminution de pression artérielle systolique d'au moins 20 mm de mercure avec un nadir à 90, mais selon les définitions utilisées, la différence n'était pas toujours significative. Donc, vous voyez finalement qu'à l'heure actuelle, on a assez peu d'interventions qui sont efficaces en dehors du bundle qui a été publié il y a plus de 20 ans par l'équipe de Frédéric Shortgate. Donc, si on reprend le cas clinique de M. T, 74 ans, donc je vous rappelle, c'est une intoxication à la metformine. Il est sous noradrénaline à 2 mg/h. Il est marbré, il a un TRC allongé, un lactate à plus de 20, donc il a très fort risque de faire une instabilité hémodynamique. Donc, finalement, quels paramètres de dialyse vous allez prescrire? Est-ce que vous allez mettre une température à 35 degrés, un débit sanguin à 150 ml/min, une conductivité en sodium du bain de dialyse à 150 mmol par litre, une concentration du bain de dialyse à 1,75 et est-ce que vous utilisez une concentration du bain de dialyse à 1 mmol par litre? Je vous laisse proposer vos réponses. Personne n'a d'idée. Je vois ABCD, ACD. Je ne les voyais pas les réponses. Alors, je vois 35 degrés, 150, Bicard 30. Donc, voilà les propositions. Donc, les miennes, c'est C et D. Alors, je n'ai pas mis A. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si ce malade avait une température normale, c'est-à-dire 37 degrés, on aurait proposé un bain de dialyse à une température à 35 degrés. Mais ce malade, il était en hypothermie avec une température à 34,6. Et donc, il faut plutôt utiliser un bain de dialyse, respecter l'hypothermie et éviter de le réchauffer. Donc, j'aurais, moi, plutôt mis 34 degrés. Le débit sanguin à 150 ml/min, oui, pour commencer, mais je vous rappelle qu'il a une intoxication à la metformine, donc il faut être rapidement efficace pour épurer la metformine. Et donc, il va falloir assez rapidement augmenter le débit sanguin jusqu'à 250, voire 300 ml/min si on y arrive avec le cathéter de dialyse pour pouvoir avoir une épuration correcte de la metformine. Effectivement, on va utiliser une conductivité en sodium à 150 mmol par litre, un bain riche en calcium à 1,75 mmol par litre on utilisera un bain de dialyse plutôt à 2 voire 3 mmol par litre puisque ce monsieur a certes une hyperkaliémie qui est modérée à 6 mmol par litre et si vous le dialysez avec un bain pauvre en potassium, vous risquez d'induire des troubles du rythme supraventriculaire type fibrillation atriale flotteur, voire ventriculaire avec une dorsale de pointe qui serait extrêmement mal tolérée. Donc, pour résumer, comment prescrire une séance d'hémodialyse en cas de choc? Donc, pour la durée, comme pour n'importe quelle séance de dialyse, ce sera au moins 4 heures et on fera plus long en cas d'intoxication qui nécessite une épuration prolongée, en cas d'hypercatabolisme ou de syndrome de lisse tumorale avec un relargage de potassium important et de phosphate important, ou par exemple en cas de rhabdomyolyse avec une hyperkaliémie importante. On va utiliser une température du bain inférieure à 35 degrés et l'idée est plutôt d'abaisser la température du bain de dialyse de 2 degrés en dessous de la température corporelle du malade, puisqu'en fait, avec la circulation extracorporelle, il va y avoir un échauffement en fait, du circuit. Et si on ne baisse que d'1 degré en dessous de la température corporelle, on n'obtiendra probablement pas d'abaissement de la température pour obtenir une vasoconstriction suffisante. Pour l'ultrafiltration à la phase aiguë, évidemment, on ne fait aucune ultrafiltration, sauf en cas, par exemple, de surcharge hydrosodée chez un malade en choc cardiogénique, mais de façon générale, pas d'ultrafiltration. Le débit sanguin, on va commencer doucement, mais l'objectif, c'est d'atteindre 200 à 300 ml/min. Le débit dialysa, au moins 500 ml/min pour obtenir une épuration suffisante. La conductivité en sodium, je vous propose
de rajouter 10 millimoles par litre à la natrémie du patient, en sachant qu'il faut quand même que le malade reste eunatrémique à la fin de la dialyse et qu'il ne dépasse pas les 145 millimoles par litre. Donc, globalement, il faut que la moyenne de la natrémie du patient et de la conductivité en sodium du dialysat soit à 145 millimoles par litre à la fin de la séance. Pour la conductivité en bicarbonate, on a très peu de données dans la littérature. Il y a des données chez les patients hémodialysés chroniques qui suggèrent que l'utilisation d'une conductivité en bicarbonate plus élevée à 35 voire 40 millimoles par litre serait délétère et associée à une surmortalité. On n'a pas de données en réanimation. Donc, je vous propose plutôt d'utiliser une conductivité en bicarbonate à 30 millimoles par litre. Donc, on a parlé tout à l'heure de la concentration en potassium du dialysat. Donc, globalement, il faut plutôt utiliser 3 millimoles par litre et on utilisera des bancs plus pauvres à 2 millimoles par litre en cas d'hyperkaliémie. Il ne faut pas hésiter surtout si on fait des séances d'hémodialyse prolongées, à surveiller la kaliémie du malade, voire à changer le bain de dialyse. C'est tout à fait possible pendant la séance pour remettre un bain à 3 millimoles par litre. Pour la concentration du dialysat en calcium, on va choisir un dialysat riche, donc 1,75 millimoles par litre. Et pour l'anticoagulation, c'est en fonction du risque hémorragique du malade. Il n'y a pas d'impact de l'anticoagulation sur la tolérance hémodynamique de l'hémodialyse. Et donc, pour Monsieur T, voilà, je vous ai fait mes propositions. Donc, au moins 6 à 8 heures, puisque c'est une intox à la metformine. 34 degrés, pas d'ultrafiltration, un débit sanguin et un débit dialysat classique. Une conductivité en sodium à 150 millimoles par litre. Une conductivité en bicar à 30. Une concentration du dialysat à 3 millimoles par litre de potassium, 1,75 pour le calcium. Et puis, une administration de l'Ovenox dans le circuit de dialyse de 0,4 ml au branchement et on réitérera l'injection de l'Ovenox pendant la dialyse pour éviter la thrombose de la membrane et du circuit. Enfin, la dernière question qui va se poser, ça va être, donc là je vous ai présenté 2 cas cliniques d'initiation de l'hémodialyse chez des patients instables, mais la question qui va également se poser, ça va être celle de l'ultrafiltration chez les malades qui sont notamment en surcharge hydrosodée. Et donc, voilà la suite du cas clinique de Madame A. Donc, je vous rappelle, c'était une dame qui avait un syndrome de Lys tumorale et un SAM sur un lymphome T. Elle a été traitée par de l'étoposide et une corticothérapie. Elle a fait comme complication un choc hémorragique qui a nécessité un remplissage et une transfusion massive. Finalement, elle évolue favorablement. Elle est sevrée de noradrénaline. Elle est même hypertendue sous du rapide ILVSE. Les troubles de l'hémostase sont corrigés. Elle reste thrombopénique. Elle a pris 20 kg. Et elle reste oligurique avec une diurèse à 100 ml par jour et un échec du test au furosémide. Et elle a également une fibrillation atriale paroxystique. Et donc, la question va se poser pour cette patiente de l'ultrafiltrer, puisqu'elle présente aussi des difficultés de sevrage ventilatoire, et de comment réaliser l'ultrafiltration. Alors, on n'a quasiment aucune donnée dans la littérature sur la gestion pratique de l'ultrafiltration en réanimation. Je vous ai mis cette figure qui est issue d'une revue de la littérature publiée l'année dernière dans Nature Nephrology, que je trouve assez intéressante puisqu'elle vous montre que finalement, si on ne fait pas assez d'ultrafiltration, eh bien les patients vont être en surcharge hydrosodée, il va y avoir un œdème d'organes et notamment rénal. Et donc, finalement, on va être dans le cadre délétère de la surcharge hydrosodée qui va nécessiter qu'on fasse de l'ultrafiltration. Mais à l'inverse, si on ultrafiltre trop les malades, eh bien, on va créer une hypovolémie, une hypoperfusion tissulaire qui risque d'aggraver les défaillances d'organes, la défaillance rénale et potentiellement d'entraîner le décès des patients. Et donc, il faut qu'on se trouve, nous, dans cette zone d'ultrafiltration safe, qui finalement va être la plus difficile à définir cliniquement. Et donc, pour cela, comment on peut faire? Chez un malade qui a une diurèse qui est conservée, la première chose, ça va être plutôt de privilégier sa diurèse à l'ultrafiltration, surtout éviter de faire une ultrafiltration sur un temps court qui va entraîner des hypovolémies brutales. Il va falloir vraiment essayer d'estimer au mieux la volémie des malades en s'aidant notamment des paramètres échocardiographiques et d'adapter le volume de l'ultrafiltration à la volémie. Et si on doit faire de l'ultrafiltration, de faire une ultrafiltration qui ne soit pas trop agressive
en limitant le taux d'ultrafiltration horaire et puis en commençant progressivement. Donc, on va commencer à, par exemple, 250 millilitres par heure. Et si le patient tolère bien, et bien pendant la séance d'hémodialyse, on va surveiller la tolérance hémodynamique de l'ultrafiltration et on va augmenter progressivement l'ultrafiltration en surveillant la tolérance hémodynamique. L'idée, ça ne va pas être de dire mon malade, il a pris 4 kilos, je lui mets 4 kilos d'UF, je laisse la machine branchée et je m'en vais. Vraiment, il faut que vous surveillez les malades et que vous vraiment vous adaptiez. On peut adapter pendant la séance très facilement le taux d'ultrafiltration. Pour encore améliorer la tolérance hémodynamique, le mieux, c'est de faire soit de l'ultrafiltration isolée après la dialyse, c'est-à-dire qu'on va commencer par de l'hémodialyse avec une conductivité en sodium élevée, éventuellement abaisser la température du bain de dialyse si le malade le tolère cliniquement, ne frissonne pas trop. Le but, ça va être de le mettre dans de très bonnes conditions de vasoconstriction et d'osmolalité, et ensuite de faire de l'ultrafiltration isolée sans variation d'osmolalité. La seconde possibilité, ça va être de faire de la SED, donc de l'hémodialyse prolongée à bas débit, avec un débit sanguin bas et un débit dialyse à bas, qui va limiter des variations rapides et brutales de l'osmolalité et donc permettre une meilleure tolérance de l'ultrafiltration. Et donc, les recommandations des experts de 2015 étaient d'augmenter la durée et ou la fréquence des séances d'hémodialyse en cas d'indication et déplétion hydrosodée. Et donc, il ne faudra pas hésiter aussi à hémodialyser les malades quotidiennement s'ils ont besoin d'une ultrafiltration importante, notamment dans le cas de patients comme cette jeune femme qui avait pris énormément de poids. Donc, c'est ce qu'on a fait pour elle. Donc, on l'a dialysée quotidiennement avec une ultrafiltration progressive au départ 250 ml/h, puis qu'on a augmenté progressivement en augmentant la conductivité en sodium. On a rajouté du potassium dans le bain de dialyse puisque c'était une jeune femme qui avait une kaliémie basse à 3 mmol par litre et qui faisait des épisodes d'ACFA paroxystique. Et ensuite, on faisait donc de l'hémodialyse, puis de l'ultrafiltration isolée. Et on avait tenté d'abaisser la température du bain de dialyse qu'elle n'a pas toléré cliniquement avec des frissons. Donc, on l'avait remonté à 36 degrés. Et finalement, elle a repris une diurèse entraînée par du furosémide. Et donc, on a arrêté l'ultrafiltration quand le volume de diurèse a été suffisant et on a pu la sevrer de la dialyse. Alors, une dernière diapositive avant la conclusion, c'est juste pour vous parler du syndrome de déséquilibre de l'urée. C'est généralement observé chez des malades qu'on va dialysé pour la première fois dans le cadre d'une insuffisance rénale chronique terminale. Ça va être lié en fait à une chute brutale de l'urée plasmatique alors que l'urée intracellulaire va rester élevée, puisque quand vous allez hémodialyser le malade, vous allez épurer l'urée extracellulaire, mais pas l'urée intracellulaire. Et donc, cette chute de l'osmolalité plasmatique va entraîner une hyperhydratation intracellulaire brutale avec un risque d'œdème cellulaire, en particulier cérébral, et toutes les complications qui en découlent. Et donc, pour l'éviter, si vous êtes amené à hémodialyser en urgence un malade insuffisant rénal terminal en réanimation sur une hyperkaliémie ou sur un OAP, il faut volontairement faire une épuration de mauvaise qualité avec des séances courtes d'1 à 2 heures, un débit sanguin et un débit dialysat faible, et augmenter la conductivité en sodium du bain de dialyse pour compenser la baisse d'osmolalité qui est liée à la réduction de l'urée. Et si le patient est en surcharge en OAP notamment, ou s'il a une péricardite qui nécessite de faire de l'ultrafiltration, à ce moment-là, vous allez faire d'abord de l'hémodialyse et puis ensuite avec de l'ultrafiltration. Et vous poursuivrez avec de l'UF isolé qui n'entraînera pas d'épuration et donc pas de risque de syndrome de déséquilibre de l'urée. Donc, en conclusion, je pense que vous avez eu la présentation de Stéphane Gaudry sur l'initiation de l'épuration extra-rénale, mais je vous rappelle que vraiment, avant de débuter une épuration extra-rénale, il faut vraiment vous poser la question de la nécessité de la débuter, en particulier chez un malade instable hémodynamiquement. Il faudra donc poser un cathéter adapté et penser aussi à la position du patient. Si vous utilisez un cathéter jugulaire, il faut plutôt mettre le malade en position allongée, sinon vous allez avoir des dysfonctions de cathéter. Il faudra prescrire systématiquement les paramètres suivants dont je vous ai parlé et prescrire l'hémodialyse selon les objectifs de l'hémodialyse que vous attendez
Est-ce que c'est la correction des troubles ioniques? Est-ce que c'est épurer des toxiques? Est-ce que c'est faire de l'ultrafiltration? Il faudra également prendre en compte le risque d'hypotension intradialytique et le risque hémorragique. De façon générale, il faut des séances d'au moins 4 heures avec un débit sanguin d'au moins 200 ml/minute et un débit dialysat d'au moins 500 ml/minute. Et si vous diminuez le débit sanguin ou le débit dialysat, par exemple dans le cas de la SNED, à ce moment-là, il faudra allonger la durée de la séance pour avoir une épuration suffisante. En cas de choc, je vous rappelle donc les principes pour limiter le risque d'hypotension intradialytique, la connexion isovolumique, pas d'ultrafiltration, une température de bain à moins de 135 degrés, une conductivité du dialysat à au moins 145, une concentration en calcium à 1,75 et un bain qui n'est pas trop pauvre en potassium. Et si vous faites de l'UF, plutôt de l'UF isolé après dialyse ou de la SNED, prolonger la durée, adapter le taux d'UF à la tolérance hémodynamique pendant la séance. Et je n'ai pas eu le temps de vous en parler, mais il faut vraiment répondre le plus vite possible aux alarmes, puisque c'est une source de thrombose du circuit et de risque de ne pas restituer de circuit, ce qui fait perdre globalement un culot globulaire au malade. Et puis, c'est une raison aussi de raccourcissement de la durée de la séance et donc une moindre efficacité de la séance d'hémodialyse. Et enfin, évitez vraiment d'inverser les lignes sur un cathéter de dialyse qui dysfonctionne, puisque vous allez avoir de la recirculation et donc une moindre efficacité de votre hémodialyse. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Naïk. Je vais prendre la suite pour les techniques continues. Il faut que tu stoppes ton partage d'écran, par contre, pour que je puisse récupérer mes diapos. Et pendant que tu fais ça, il y avait une question, je pense que tu y as en bonne partie répondu, mais je te la lis, qui était: quand l'urée est très élevée, est-ce qu'il y a un intérêt à prescrire des séances plus courtes, ou le fait de prescrire une conductivité élevée en sodium est suffisant pour éviter une baisse trop rapide de l'osmolarité? Alors, la conductivité en sodium élevée, c'est très important, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, il faut vraiment faire des séances courtes et même, je pense, en diminuant le débit sanguin, voire le débit dialysat, pour éviter le syndrome de déséquilibre de l'urée. Si jamais vous devez faire de l'ultrafiltration parce que le malade est en OAP, par exemple, vraiment faites de l'ultrafiltration isolée après 1 à 2 heures de séance d'hémodialyse. Et répéter les séances quotidiennement et puis en allongeant progressivement le temps de dialyse. Ok, et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors, le syndrome de déséquilibre, c'est vrai qu'il a été beaucoup décrit, surtout avec les insuffisants rénaux chroniques, en fait, mais il peut exister en aigu, et donc il faut faire attention quand voilà les cas sur certains malades qui arrivent avec des urées vraiment très très élevées, et en sachant que quand les problèmes sont multiples, c'est-à-dire quand vous avez l'urée très élevée et une kaliémie élevée et un malade très acide et ou très hypoxémique, etc., vous avez toujours des plans B par rapport à prolonger la séance. Enfin, vous pouvez déjà, en général, au bout d'1 heure ou 2, pour la kaliémie, ça va. Pour l'acidose, vous pouvez perfuser du bicard et puis attendre, mais vous aurez toujours un autre moyen que forcément partir sur une première séance très longue. Alors, est-ce que vous voyez bien mes diapos s'afficher ou pas? Est-ce que j'ai... Alors, on ne voit pas en mode diaporama, mais on voit ton diaporama. Le voilà. Ok, alors je vais enchaîner sur les techniques continues. Vous allez voir, ça va être plus court pour moi. Je ferme juste la boîte de discussion pour voir mes diapos. Donc, si jamais il y en a, Naïk, n'hésite pas à m'interrompre. Voilà, je vais faire plus court. Naïk vous a dit déjà beaucoup de choses. Donc, il y a un certain nombre de choses qui s'appliquent aux techniques continues comme aux techniques intermittentes. Et donc, je vais surtout me concentrer sur quelques aspects un petit peu plus spécifiques. Voilà. Ça, c'est juste pour vous montrer un petit peu l'historique, un tout petit mot d'introduction pour vous dire que les techniques continues, c'est beaucoup plus récent que les techniques intermittentes. Le premier rein artificiel, les jolies photos qu'il y avait sur le diaporama de Naïk, c'est 1943. Et vous voyez que la première séance de technique continue, elle a été faite en 77 par un Allemand. C'était une hémofiltration artério-veineuse continue.
En fait, c'est des techniques qui ont été inventées bien plus tard et beaucoup plus par les réanimateurs, notamment parce que ils avaient à batailler avec la difficulté, Naïk a bien insisté là-dessus, de la tolérance hémodynamique des sessions de techniques intermittentes. Et donc, ils ont inventé des techniques qui pensaient en plus douces et plus facilement tolérées chez les malades instables. Alors, je passe très vite sur les cathéters parce que ça a été dit tout ça déjà par Naïk. Juste une chose, comme on parle d'aspect très pratique de prescription, en dehors des problèmes de risques infectieux et des problèmes de coagulation qui ont été abordés, n'oubliez pas quand même que c'est jamais marqué dans les guidelines, mais pour le choix fémoral versus jugulaire, il y a la pathologie, de la problématique du malade peut quand même jouer un rôle dans le choix. Ce que je veux dire, c'est que tous les patients qui sont à risque d'hyperpression abdominale, alors typiquement, par exemple, les malades qui ont des pancréatites aiguës très graves, qui passent très longtemps en réanimation, qui sont multidrainés, opérés, ou voilà, les post-opératoires de grosses chirurgies abdominales lourdes, etc., des malades qui n'ont pas pu être fermés, etc. Là, je vous déconseille franchement l'utilisation de la voie fémorale parce que ce sont des situations où il y a de l'hyperpression abdominale, où il y a une grosse pression sur la veine cave inférieure et en général, choisir la voie fémorale vous expose à des tas de problèmes de pression pendant la séance parce que vous avez une hyperpression sur la cave inf et donc dans ces cas-là, le choix cave supérieur et jugulaire interne droit est vraiment à préférer. Alors les techniques, donc ça je vais aller très vite là-dessus parce que Kadaklouche en avait parlé. Donc le principe des techniques continues au départ sur l'hémofiltration, c'est de l'épuration selon un gradient de pression hydrostatique. Donc le sang du malade passe à travers un hémofiltre, on va filtrer son plasma et en fait on va faire ça en utilisant une pompe qui va la pompe d'effluent en fait qui va entraîner un gradient de pression hydrostatique et puis le débit de la pompe va régler le volume filtré et tous les solutés dont le poids moléculaire permet le passage à travers les pores de l'hémofiltre vont être filtrés comme ça. Et donc, vous allez remplacer ce que vous avez filtré par un liquide de réinjection dont vous choisissez, c'est pas vous qui choisissez, c'est les industriels qui ont choisi pour vous la, la composition de ces liquides de réinjection. Et si vous n'avez pas de perte de poids à faire, eh bien, vous allez réinjecter volume à volume. Et donc, on comprend bien rien qu'en voyant ça que ça va être une technique où la clairance minute, c'est-à-dire la capacité à épurer le plasma d'une séance chaque minute, elle est beaucoup plus basse qu'avec les techniques intermittentes. Et donc, cette clairance plus basse, eh bien, pour avoir finalement une performance d'épuration extra-rénale, il va falloir la compenser en ayant un temps de traitement qui va être beaucoup plus allongé que les techniques d'hémodialyse intermittente. Alors ça, ce sont des aspects un petit peu théoriques, voilà, c'est des bénéfices théoriques des techniques continues. Donc vous n'avez pas de variation volémique brutale puisque tout se prescrit et s'étale sur une durée en fonction des techniques que vous utilisez, on va y revenir, de 12 à 24 heures sur 24. Il n'y a pas de pic, il n'y a pas d'effet rebond, il y a moins, le refilling plasmatique se fait un peu en temps continu. Et donc, vous avez globalement une efficacité qui est relativement proportionnelle, relativement linéaire et proportionnelle à la durée du traitement, contrairement aux techniques intermittentes où, en fait, au bout de ça dépend un petit peu de l'état du malade, mais de 4, 6 ou 8 heures, vous finissez par attendre un plateau d'épuration. Et puis là, ça ne sert à rien de prolonger indéfiniment. Il faut débrancher le malade, attendre que le refilling se fasse et ensuite le rebrancher. Alors, il faut comprendre que la clé en technique continue, c'est le temps, mais le temps réel d'épuration. C'est-à-dire que comme on est moins performant, il faut vraiment arriver à durer dans le temps. Et donc, les réglages en technique continue, ils ont comme objectif certainement pas de corriger rapidement les choses et les problèmes, mais ils ont vraiment comme objectif d'être
le plus optimal possible pour qu'un traitement continu soit réellement continu. Parce qu'en fait, il ne l'est jamais vraiment réellement continu. Et là, c'est une étude un peu ancienne qui avait été faite et qui avait bien montré, c'était des séances de CVVHF, d'hémofiltration véno-veineuse continue, et ils avaient montré que, en fait, il y avait un temps médian de downtime, c'est-à-dire des moments, des arrêts de traitement, alors qui sont liés à de multiples raisons. Ça peut être un malade qui s'agite, qui plie la jambe, qui bloque la pompe à sang, une phase de soin, un moment où on le retourne, un moment où il y a un soin, une heure où il est débranché parce qu'il part au scanner ou au bloc, ou etc. Et ben en fait, tous ces traitements-là, toutes ces phases d'arrêt ou des moments où voilà, on a mis un peu de temps à répondre aux alarmes, eh bien, vous voyez que c'est pas du tout nul parce que ici, en médiane, c'était 3 heures par tranche de 24 heures et que c'était très bien corrélé à l'épuration de la créatinine et de l'urée. Et donc, plus vous aviez des temps d'arrêt prolongés et plus vos performances d'épuration étaient impactées. Donc, il faut vraiment, voilà, il faut chercher à être non pas très optimal, mais à arriver à durer dans le temps. Alors ça, c'est pour vous rappeler un petit peu comment fonctionne un schéma d'hémofiltration. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, enfin peut-être, mais donc on part d'un cathéter. Vous avez la ligne rouge artérielle. En général, vous avez un capteur de pression d'entrée, une pompe à sang, donc une pression qui va toujours être négative à ce niveau-là, en général entre moins 50, moins 150 mm de mercure, et puis qui pousse le sang vers le filtre avec un capteur de pression juste avant le filtre. En général, si vous avez un anticoagulant qui va être administré là avant le filtre, le plasma, puisque les éléments figurés du sang traversent le filtre, le plasma est filtré, et donc là, c'est la pompe d'effluent qui va gérer ça, et qui va gérer le volume d'effluent. Et puis, le sang, une fois filtré, repart vers le malade avec une pression de retour et puis un détecteur d'air pour être sûr qu'il n'y ait pas de bulles d'air qui repartent dans le malade. Et donc, cet effluent que vous allez filtrer, vous allez le réinjecter, donc volume à volume. Donc, c'est un liquide de substitution, c'est des poches qui sont faites par les industriels avec des concentrations fixées de sodium, de potassium, de bicarbonate, etc. Et donc, vous avez une pompe de réinjection et là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous réinjectez l'intégralité, ce qu'on dit en post-dilution, c'est-à-dire après le filtre, soit vous réinjectez l'intégralité en pré-dilution, c'est-à-dire avant le filtre, et soit vous faites un mix des deux, ça peut être à 50-50, à 30-70, 60-40, peu importe, ça c'est vous qui le réglez. Donc il y a des intérêts en fait théoriques à faire normalement que du post-filtration si vous voulez un maximum de capacité d'épuration, parce que forcément, à ce moment-là, vous avez le sang que vous voulez filtrer, qui n'est pas dilué par le liquide de substitution réinjecté en pré-filtre. L'inconvénient de réinjecter tout en post-dilution, c'est que vous avez une hémoconcentration qui est maximale dans le filtre et donc potentiellement un peu plus de coagulation de filtre quand vous faites du 100% post-dilution. Quand vous faites de la réinjection pré-filtre, là, c'est l'inverse. Vous allez hémodiluer un peu, donc vous allez préserver un peu votre filtre, mais par contre, vous voyez bien que vu le mécanisme de la technique, si vous faites que de la réinjection en pré-filtre, vous allez filtrer dans l'effluent un petit peu de votre liquide de substitution et donc vous allez perdre globalement un peu en performance d'épuration. Et puis, vous avez la possibilité donc, de faire du mixte, du pré-post. Donc, ça, c'est un peu une réponse de Normand. On essaye de manager un petit peu les deux, de préserver le filtre et en même temps de ne pas trop impacter l'épuration. Donc, il y a moins de choses à régler en séance d'hémofiltration véno-veineuse continue. Bon, vous avez la durée de traitement. Ça, en général, voilà, on part pour grosso modo 3 jours de traitement. Vous avez le débit sang, le débit d'ultrafiltration, c'est-à-dire ça va être cette pompe-là en jaune qui est en fait la dose de traitement que vous allez administrer. La répartition prépoche, je viens vous en parler, la perte de poids, la température du circuit et l'anticoagulation. Alors, autre type de technique continue, l'hémodiafiltration. Donc là, l'hémodiafiltration, donc les points communs,
c'est que vous avez, c'est toujours de la filtration comme technique. Là, le liquide de substitution est réinjecté 100% en post-dilution, mais par contre, vous allez rajouter à cette technique d'hémofiltration un peu d'hémodialyse, et donc vous allez faire circuler à contre-courant un dialysat avec une pompe dialysa et qui va partir dans les fluents. Et donc là, vous allez avoir de l'épuration et de la filtration et par également un peu de diffusion via le dialysa. Alors en général, donc quand on fait, enfin c'est pas en général, c'est tout le temps, quand vous faites de l'hémodiafiltration, j'ai intitulé ça ici dialysa juste pour comprendre, et puis là liquide de substitution, mais en fait c'est les mêmes poches. Hein, c'est-à-dire qu'on utilise, c'est du liquide de substitution qui est utilisé comme dialysa et qui va aller circuler à contre-courant. Donc la seule chose qui va changer dans la prescription, mais j'y reviendrai à la fin, c'est que au débit d'ultrafiltration, vous allez également prescrire un débit de dialyse. Et puis, vous avez la SLED, Naïk en a un peu parlé, donc c'est la Slow Efficiency Dialysis. Donc là, en fait, c'est comme un circuit d'hémodialyse intermittente, sauf que ça c'est fait sur des moniteurs d'hémofiltration. Eh bien, vous allez utiliser, donc un dialysa. Là, pour le coup, vous n'avez pas de filtration, donc vous n'avez pas de liquide de substitution réinjecté en pré ou en post-fil. Vous n'avez qu'un dialysa qui circule à contre-courant et qui va partir dans les fluents. Là encore, le dialysa, c'est les poches, en fait, c'est la même chose que les poches d'hémofiltration qui sont utilisées. Et donc, la différence avec une technique intermittente, c'est que vous allez tourner à des débits qui sont plus bas, en général à des débits qui sont aux alentours, enfin entre 150 et 200 à peu près millilitres minutes de débit 100, et puis en débit dialysa, vous allez tourner entre 200 et 300 millilitres minutes de dialysa, là où sur les techniques intermittentes faites par des générateurs d'hémodialyse intermittente, vous tournez plutôt à 500, voire 600 ou 700, vous pouvez monter le débit dialysa. Voilà. Et l'autre chose donc qu'il faut bien comprendre, mais ça va quand je vous dis c'est des poches industrielles, c'est-à-dire que vous n'avez pas la main sur la composition du dialysa, vous ne pouvez pas régler la conductivité, vous ne pouvez pas régler, c'est fixé par ce qui est dans la poche. Alors, une des premières questions, il y a beaucoup moins de paramètres à régler, mais un des paramètres, c'est quand même le débit 100. Et en fait, je vous passe un papier qui avait été fait montrant qu'il y avait une très grande variabilité entre les docteurs et entre les centres sur la prescription du débit 100 en technique continue. Et finalement, c'était surtout sur une habitude, mais très très peu de données qui permettent de réellement conseiller plutôt un débit qu'un autre. En fait, il y a un seul papier, c'est celui-ci, qui a le mérite d'être assez bien fait, qui avait été randomisé et où ils avaient testé en technique continue soit un débit 100 à 150, soit un débit 100 à 250 millilitres par minute. Et leur critère de jugement principal, c'était la durée de la survie du filtre en heures. Et vous voyez qu'il n'y avait aucune différence entre régler un débit 100 à 150 et régler un débit 100 à 250. Donc, du point de vue de la coagulation d'un filtre, c'est pas tellement le débit 100 qui va jouer. Dans cette étude, c'est toujours la même. C'est le type d'anticoagulation que vous choisissez. C'est le taux de plaquettes et le TCA, donc les paramètres de coagulation et ceux sur lesquels vous allez jouer en anticoagulant le malade. Mais finalement, le débit 100, il peut être à 150 ou à 250. On va y revenir, il a une importance, mais c'est pour autre chose, qui est pour la fraction de filtration, mais j'y reviens un petit peu plus tard. Donc, prédilution, post-dilution, je vous l'ai dit, je vous en ai parlé un petit peu. Ça, c'est juste une étude pour vous illustrer qui avait comparé effectivement le fait de prescrire une séance d'hémofiltration totalement en prédilution ou totalement en post-dilution. Effectivement, vous voyez que dans cette étude, quand vous faisiez que de la prédilution, vous gagnez à peu près 5 heures de durée de vie du filtre par rapport à faire du 100% post-dilution. Je vous ai pas mis par contre, mais croyez-moi sur parole, vous avez les références pour aller vérifier. Finalement, l'impact de faire de la prédilution sur les performances de l'épuration, il n'est pas majeur. C'est-à-dire que quand vous faites, c'est un tout petit peu moins bon en termes de delta d'urée et de delta de créatinine, mais je ne suis pas tout à fait convaincu que ça soit très
que ça ait une importance majeure, on va dire, cliniquement, et que finalement, quand vous partez sur des traitements qui sont continus sur plusieurs jours, bah, la perte un peu théorique que vous avez en prédilution, la perte de performance d'épuration, elle est probablement mineure. Donc voilà, nous, à titre personnel dans le service, on a choisi de faire une réinjection mixte en pré et en post, mais voilà. Après, il y a la prescription du débit, donc en hémofiltration. Et donc, le débit d'ultrafiltration, ça va être le déterminant majeur de la dose d'épuration en technique continue. Hein, ici, je vous le représente. Vous prenez un soluté, par exemple l'urée ou un petit soluté qui va être entièrement filtré. Il arrive à un certain débissant, à une concentration dans le sang artériel. Il passe dans le filtre. En fonction du réglage de votre pompe d'effluent, eh bien, il va être épuré avec un certain débit d'ultrafiltration à une concentration dans l'ultrafiltrat. Eh bien, si vous calculez la clairance, qui est donc la quantité d'épuré par rapport à la concentration plasmatique, ça c'est une définition, vous voyez qu'en hémofiltration, ce sera le débit d'ultrafiltrat fois la concentration de la substance dans l'ultrafiltrat divisé par sa concentration dans le secteur sanguin. Eh bien, comme la concentration dans l'ultrafiltrat est égale à la concentration dans le secteur sanguin pour toutes les petites molécules qui sont filtrées, donc CUF et CA, c'est la même chose, vous voyez que la clairance, elle est directement proportionnelle au débit d'ultrafiltration et donc elle va être exprimée en millilitres par kilo et par heure. Alors, je passe rapidement et je ne vous demande pas parce que ça, Cadal avait très bien fait de vous montrer les études qu'il y avait eu sur les doses. Et à un moment, toute la phase, c'était au début des années 2000 où on pensait que plus on faisait des doses élevées, plus on épurait et mieux c'était pour les malades de réanimation. Il y a eu l'essai rénal, l'essai ATN américain qui avait bien montré que finalement, augmenter la dose de dialyse, qu'on prenne comme critère de jugement la mortalité en réa ou à l'hôpital ou à J90 ou la durée de séjour ou la durée d'hospice, etc., ça n'a aucun impact et qu'il y avait même plutôt un peu plus d'effets indésirables, d'hypophosphorémie, des problèmes de tolérance hémodynamique, voire même un peu de retard de reprise de diurèse quand on fait des doses plus élevées. Et donc, finalement, les prescriptions aujourd'hui restent toujours celles des CADIGO d'il y a 10 ans et des recommandations communes de la SPAR-SRLF, c'est que le malade reçoive un effluent à une dose, enfin que le débit prescrit d'effluent soit de 20-25 ml par kilo par heure. Alors attention, il est toujours bien, on insiste bien sur le fait que il faut que le malade ait ça à la fin de son traitement. Et donc, comme je vous ai dit, qu'il y a toujours à peu près 2-3 heures de traitement inefficace par tranche de 24 heures, en général, il vaut mieux prescrire plutôt 25 pour être sûr que le malade reçoive au moins 20. Voilà. Une chose sur laquelle il faut faire attention, et c'est là où le débissant peut jouer, c'est la fraction de filtration. Alors, il y a des formules, mais c'est assez simple à comprendre. La fraction de filtration, c'est la fraction de plasma qui va être filtrée à travers l'hémofiltre. Et donc, forcément, elle dépend, si vous prescrivez des débits sanguins très élevés, à débit d'effluent constant, votre fraction de filtration va baisser. À l'inverse, si vous avez prescrit un débissant faible, et que vous avez prescrit un débit d'effluent assez élevé, vous allez tirer beaucoup sur votre filtre et avoir des fractions de filtration élevées. En fait, voilà, l'objectif, c'est de l'avoir plutôt entre. Alors, vous n'avez pas à retenir les formules. De toute façon, tous les moniteurs maintenant le calculent pour vous. Il suffit d'aller regarder sur l'écran et en fonction de ce que vous avez réglé comme débit 100, comme débit d'UF, la machine vous annonce quelle va être la fraction de filtration. Voilà, l'objectif, c'est d'être ni trop bas ni trop haut. Si vous êtes trop haut en fraction de filtration, typiquement au-dessus de 30%, votre filtre va coaguler plus vite parce que vous allez l'hémo-concentrer, ça va durer moins longtemps. Si vous êtes très bas, c'est de la logique. Si vous mettez un débit très élevé, un débit d'effluent très faible, une fraction de filtration très basse, votre performance d'épuration va être plus basse. Donc voilà, il faut cibler quelque chose qui se situe globalement entre 20 et 30%. Alors bien sûr, si vous faites de la perte de poids en plus, à un moment, si les choses font, je ne sais pas pour quelle raison, mais que vous avez choisi de ne tourner qu'à 150 minutes, par exemple, de débit 100, plutôt version
un petit peu basse et que vous voulez un débit d'effluent important et également faire de l'UF de façon importante, à un moment, il faudra faire des choix. Donc, soit vous baissez un petit peu votre débit d'effluent pour favoriser l'ultrafiltration, la perte de poids, soit vous voulez vraiment maintenir les deux, à ce moment-là, il faudra essayer d'augmenter un peu le débit sang pour rester dans ces objectifs de fraction de filtration. Alors ça, je passe aussi un petit peu rapidement parce que c'est ce dont Naïk a parlé à la fin de son topo, c'est les études sur lesquelles se base la revue récente pour dire attention, quand on prescrit de la perte de poids, c'est une question relativement récente. Alors, il faut savoir que il y a une littérature récente là-dessus, mais cette littérature a essentiellement analysé des essais randomisés contrôlés de grande ampleur, principalement les essais qui avaient été faits sur la dose de dialyse, en essayant de voir effectivement si les prescriptions d'ultrafiltration impactaient sur la mortalité. Mais donc, il faut quand même prendre ça avec des pincettes parce que c'est un concept, c'est intéressant, mais ce n'est pas des études qui ont été spécifiquement designées pour répondre à la question. Alors, elles ont toutes utilisé ensuite des modèles statistiques assez complexes et assez complets pour essayer d'ajuster sur la gravité des malades au moment où ils sont hémofiltrés, sur la dose de vasopresseurs qu'ils recevaient ou qu'ils ne recevaient pas, sur leur balance hydrosodée, sur le degré d'hypoxémie, etc., etc. Et en ajustant sur tous ces facteurs-là, effectivement, il semble qu'il faille faire attention et que lorsqu'on a des objectifs trop élevés d'ultrafiltration, c'est peut-être délétère par des mécanismes, voilà, peut-être un peu plus d'hypotension, un peu plus de passage en F1, un peu plus de tas de choses qui, in fine, finissent par peut-être impacter sur la mortalité. Bon, je pense néanmoins que voilà, on n'est quand même pas encore sur du gros niveau de preuve élevé et s'il y avait une recommandation là-dessus, ça ne serait qu'une recommandation d'experts. Parce qu'on est voilà, mais c'est un terrain d'investigation qui est intéressant et ça veut juste dire qu'il faut faire attention à tous les paramètres qu'on règle et donc pour celui-là, comme pour les autres en technique continue, il ne faut pas vouloir être trop ambitieux et probablement que voilà, une faible dose de perte de poids horaire étalée sur une période longue est probablement ce qui est à recommander. Donc ça, c'est des prescriptions types qu'on peut proposer d'hémofiltration véno-veineuse continue. Donc un traitement long, un débit sang, je vous ai dit, ça probablement qui se situe autour de 200 ml/minute. Un volume d'ultrafiltration proposé à 25 pour être sûr d'avoir 20. Je vous ai juste mis en bas, warning, faites attention aux patients très obèses. Les patients qui ont des IMC à 45, prenez pas leur poids réel, ça va vous faire prescrire des volumes d'ultrafiltration complètement délirants. Donc, dans ces cas-là, il faut leur prendre leur poids qui correspond à un IMC à 30 pour rester dans des. Sinon, vous allez vous retrouver avec des problèmes de fraction de filtration, etc., qui sont impossibles, quoi. Répartition préprost, j'en ai parlé. Ma proposition, c'est 50-50, mais voilà, elle est discutable. Et perte de poids horaire, probablement de ne pas aller au-dessus de 150 ml/h, tabler plutôt sur la durée. Température du circuit, je passe. Vous pouvez copier-coller avec tout ce que Naïk vous a dit sur les techniques intermittentes. Ça s'applique aussi au continu. Et l'anticoagulation, en général, on peut proposer de l'héparine. Je vais revenir sur le citrate. Bon, là, il n'y a rien de. Je vous ai prescrit de proposer des choses, mais qui n'ont rien d'exceptionnel. Si vous utilisez l'héparine non fractionnée, 8 à 10 unités kilo-heure avec des cibles d'anti-DISA entre 0,3 et 0,7 que vous pouvez vérifier toutes les 12 heures, quoi. Hémodiafiltration, ça va ressembler beaucoup, sauf que vous allez couper votre traitement entre ce que vous choisissez de faire en ultrafiltration et ce que vous choisissez de faire en volume de dialysa. Les deux vont se prescrire en millilitres kilo-heure. Globalement, la résultante de traitement, votre dose d'épuration, ça va être l'accumulation des deux, même si c'est un peu compliqué parce qu'en fait, les deux techniques ne se cumulent pas en termes de performance, peu importe, mais sachez juste qu'en général, ce qui est proposé par le plus souvent, le ratio, vous pouvez faire ce que vous voulez entre l'ultrafiltration et le volume de dialysa, mais la plupart des gens qui en font prescrivent un ratio qui est grosso modo du 1 pour 1, c'est-à-dire qu'ils font autant en ultrafiltration qu'ils font en dialysa, donc ça fait en général des choses qui sont entre 20 à peu près 20 ml/kH d'ultrafiltration, 20 ml/kH de dialysa. Pour tout le reste des réglages, c'est la même chose. Et la SLED,
la SLED, c'est de l'hémodialyse intermittente lente à bas débit. Donc là, on part plutôt, comme on part sur des tout petits débits et donc on va avoir une clairance plus faible, et bien par rapport aux techniques d'hémodialyse intermittente, globalement, vous allez multiplier le temps à peu près par 2. Donc ça reste des techniques intermittentes, mais enfin au lieu de faire 4 heures, vous en faites plutôt 8. Et si vous vouliez faire plutôt 6 ou 8 en technique vraiment intermittente sur des générateurs intermittents, vous allez plutôt faire 10-12 si vous êtes en SLED. Voilà, les recommandations de perte de poids, c'est pareil, il ne faut pas aller trop vite. Les autres, c'est la même chose. Voilà, la seule chose, je vous dis, la SLED faite sur les moniteurs polyvalents qui font la CVVHF, HDF, la SLED ou les échanges plasmatiques, le problème, c'est que vous n'avez pas la main sur la composition du dialysat, vous n'avez pas la main sur la composition des poches. Donc, finalement, voilà, vous ne pouvez pas régler grand-chose à part un débit sang, un débit dialysat et une anticoagulation. Un petit mot pour finir, parce qu'on a déjà pas mal dépassé l'horaire, mais c'est sur l'anticoagulation régionale par citrate. Donc, c'est une alternative à la technique, c'est une alternative à l'héparine non fractionnée sur les techniques continues. Donc, l'intérêt du citrate, la façon dont ça marche, c'est que vous injectez du citrate ACDA. Le citrate, c'est un puissant chélateur du calcium. Vous savez que votre calcium ionisé, il est entre 1 et 1,2. Et l'idée, c'est d'injecter du citrate pour avoir une concentration en calcium avant le filtre, c'est-à-dire après la chélation, qui est inférieure à 0,45, qui est entre 0,25 et 0,45, parce que lorsque vous avez ces concentrations-là, le calcium, vous savez, c'est indispensable et à la coagulation et à l'hémostase primaire. Donc, globalement, quand vous êtes en dessous de 0,4, votre sang devient incoagulable. Et donc, vous préservez bien votre filtre. Vous avez une partie de votre citrate et de vos complexes calcium-citrate qui vont être filtrés dans l'ultrafiltrat, puis une autre partie qui va partir dans le malade. D'accord? Et donc, vous allez lui réinjecter du calcium pour qu'en sortie de filtre, il remonte de 0,25, 0,45 jusqu'à 1, 1,2. Donc, globalement, quand vous faites du citrate, vous allez devoir surveiller deux choses, le calcium pré-filtre, et donc là, vous comprenez bien que ce que vous vérifiez, c'est l'efficacité de votre anticoagulation. Et donc là, la cible, je vous l'ai dit, 0,25, 0,45. Et la sécurité, c'est le calcium dans le malade pour être sûr que votre calcium ionisé est bien remonté à 1, 1,2 quand il repart dans le patient. Et puis après, vous avez un certain nombre de conséquences métaboliques du citrate qu'il faut connaître et comprendre, c'est que le citrate qu'on utilise, c'est généralement le citrate ACDA, c'est du citrate trisodique, d'accord? Donc il y a 3 molécules de sodium accrochées au citrate. Et donc quand il est métabolisé, principalement par le foie, il est transformé en bicarbonate et une molécule de citrate trisodique génère 3 molécules de bicarbonate de sodium. Donc, vous comprenez bien qu'avec le temps, si vous injectez beaucoup de citrate trisodique à votre malade, il va fabriquer beaucoup de bicarbonate de sodium et donc le risque, c'est de l'accumuler un peu et d'avoir une alcalose métabolique qui, si vraiment elle est trop importante, devient problématique. Même chose, donc du coup, vous finissez comme c'est du bicarbonate de sodium, vous pouvez avoir des hypernatrémies qui surviennent en cours de traitement et puis également des hypomagnésémies parce que le citrate ne chélate pas uniquement le calcium, mais également le magnésium. Comprenez bien que les effets indésirables sont directement liés à la quantité de citrate que vous allez administrer. D'accord? Et donc, comme la quantité de citrate, l'idée, c'est d'anticoaguler votre sang et votre sang artériel, eh bien, dans les abacs que vous fournissent les industriels quand vous utilisez les techniques d'anticoagulation régionale par citrate, c'est directement corrélé à votre débit sang. Donc, plus vous allez mettre un débit sang élevé, plus vous allez devoir mettre un débit citrate élevé pour que ça soit correctement anticoagulé, mais plus vous injectez de citrate à votre malade. Donc, globalement, quand vous commencez à voir apparaître des alcaloses métaboliques qui deviennent un peu trop problématiques parce qu'elles entraînent une hypokaliémie, etc., une des premières choses possibles, c'est de baisser un peu le débit sang.
et donc le débit citrate, d'augmenter, si la fraction de filtration le permet un petit peu, votre débit de traitement pour que vous ayez plus de complexes calcium citrate qui soient filtrés, qui partent dans l'ultrafiltrat plus que dans le malade. Et si vraiment c'est très très problématique, eh ben, vous pouvez être amené à interrompre le citrate et puis à tourner quelques heures sans anticoagulation ou à faire un relais par héparine. Mais enfin là, ça commence à devenir compliqué. Mais enfin, sachez que quand même, globalement, c'est très bien toléré et que dans la majorité des cas, ces troubles ioniques sont d'importance modérée et n'obligent pas à interrompre la technique. Mais néanmoins, il faut quand même les connaître et les surveiller, et donc surveiller également la kaliémie des malades quand vous l'utilisez. Et puis l'autre problème que vous pouvez avoir, c'est les patients qui ne vont pas métaboliser le citrate, c'est-à-dire qui ne vont pas fabriquer du bicarbonate de sodium. Et ça, le citrate, il va être principalement quand même, enfin beaucoup métabolisé par le foie. Et donc les patients qui ont des insuffisances hépatiques sévères ou des cirrhoses très sévères, etc., ce n'est pas des bons candidats à l'anticoagulation régionale par filtrate. Donc les alternatives, l'héparine, je vous l'ai dit, et puis éventuellement rien du tout, mais rien du tout en technique continue, c'est possible. Mais le gros problème, c'est que vous n'allez pas tourner très longtemps. C'est-à-dire que ça va tourner 4 heures, 6 heures, 8 heures, puis ça va finir par coaguler. Or, je vous ai dit, votre clairance, elle va quand même être faible sur cette. Le problème des techniques continues, c'est qu'il faut arriver à durer. Donc, chez un malade qu'on ne peut pas anticoaguler du tout, bah, probablement que ce n'est pas des techniques idéales. Je passe la tolérance hémodynamique parce qu'Anaïk vous en a très bien parlé et c'est la même chose. Pour finir, pour vous dire que voilà, c'est un peu ce qu'avait dit Kada, voilà, technique intermittente versus technique continue. C'est pas une question pertinente du point de vue de la mortalité. On n'a jamais démontré qu'une technique était meilleure que l'autre. Pas non plus tellement sur le plan de la récupération rénale. C'est des techniques qui sont complémentaires. En fait, vous pouvez faire avec la technique que vous avez. Certaines réanimations font que de l'intermittente, d'autres que de la continue, d'autres les deux. Peu importe. Si vous choisissez de faire les deux, bah, vous connaissez bien les avantages et les inconvénients de chacune. Et donc, je refais pas les techniques intermittentes. Naïk l'a bien fait. Les techniques continues, je vous en ai parlé. Et donc, on va dire par leur force, les techniques intermittentes, elles sont extrêmement bien adaptées à tous les troubles métaboliques aigus, à l'épuration éventuelle d'un toxique, à l'hyperkaliémie menaçante, etc. Là où certaines techniques continues peuvent avoir plus leur intérêt chez des malades extrêmement instables sur le plan des hémodynamiques et qui en plus ont des insuffisances cardiaques sévères ou des situations particulières à risque d'œdème cérébral, des malades de neurochirurgie ou saignement intracérébral ou qui ont été opérés, etc., où on n'a pas très envie d'avoir des grandes variations osmotiques brutales. Et donc là, les techniques continues peuvent avoir un intérêt éventuel. Mais encore une fois, c'est des indications préférentielles et on peut traiter n'importe quel malade avec l'une ou l'autre des techniques pour peu qu'on ne fasse pas n'importe quoi avec les réglages. Voilà, on a largement dépassé l'heure. Je suis désolé, on a été un peu long. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous n'en pouvez plus. Je pense que vous n'en pouvez plus. Et donc, voilà, on va vous souhaiter une bonne soirée. Il reste, et vous donner rendez-vous pour le dernier webinaire de néphrométabolique. C'est le 8 mars et il sera fait par le professeur Alexandre Lautrette et le professeur Boris Young de respectivement Clermont-Ferrand et Montpellier. Ça sera des cas cliniques. Voilà. Merci Naïk. Bonne soirée à tous. Merci Emmanuel. Et à bientôt.